Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Du même auteur. Monique de l'Étrange, les Koniagis et les Bassaris Guinée française. Presse universitaire de France, 1955. Monique Gézin, les migrations des Koniagis et Bassaris. Société des africanistes, 1967. Bassaris, Guinée et Sénégal, 1927 à 2002. Édition Sepia, 2003. Koniagis, Guinée, Sénégal et Gambie 1904 à 2004, l'histoire d'une diaspora. Édition Sepia 2004. La femme et le masque ou l'éloge de l'équilibre chez les Bassaris. Édition Sepia 2006. Marie-Thérèse de l'Étrange et Monique Gézin, collection Bassaris du Musée de l'Homme, du département d'anthropologie de l'Université de Montréal, Canada, du musée de l'IFAN à Dakar et du CRDS à Saint-Louis, Sénégal. Catalogue du Musée de l'Homme, série C, Afrique Noire 2, supplément au tome 15, 4, d'Objets et Monde, revue du Musée de l'Homme 1976. Michel Jouvet et Monique Gézin, Le Grenier des Rêves, essai d'onirologie diachronie. Édition Odile Jacob, 1997. Minorité et société. Collection dirigée par Jacques Barou et le Houkoa. Déjà paru. Babacar Ndong, les Bassaris du Sénégal à Tambacounda. Une communauté traditionnelle en milieu urbain, 2010. Marie-Hélène Rigaud, enfant de migrants Lao, 2010. Stéphanie Melyonreinette, haïtien à New York City. Être Amérique noire et Amérique multiculturelle, 2009. Michel Bellin, Impotent Deus, 2008. BATTEGAYA, Barouji, Gergelia, La ville, ses cultures, ses frontières, 2004. VURENAU Mongang, réfugiés vietnamiens en France. Interactrion et distinction de la culture confucéenne, 2002. DECROUY Gaël, Renaud Jérôme, REYNAUDMAURUPT Catherine, Thorin Franck, l'exclusion sociale dans les Alpes-Maritimes, 1997. Lassalle Didier, les minorités ethniques en Grande-Bretagne, aspects démographiques et sociologiques contemporains, 1997. Miranda Adelnia, migrants et non-migrants, mouvement et enracinement, 1996. Le Houkoa, l'immigration confucéenne en France, 1996. Le Houkoa, asiatique en France, les expériences d'intégration locale, 1995. Barou Jacques et Prado Patrick, les Anglais dans nos campagnes, 1995. MOUILLAUDFRAISSE Geneviève, les fous cartographes, littérature et appartenance, 1995. Vinsonneau Geneviève, l'identité des jeunes en société inégalitaire, le cas des Maghrébins en France, 1995. Baroujac, la place du pauvre. Histoire et géographie sociale de l'habitat HLM, 1992. Le Houkoa, l'interculturel et l'eurasien, 1992. Guillaume Jean-François, les mythes fondateurs de l'Algérie française, 1992. La présence française. Autour de 1900. Chasseurs-cueilleurs-jardiniers autant qu'agriculteurs, les Bassaris retrouvent, après les guerres d'expansion Peul, un certain équilibre. En 1891 à 2, parcourant la région, Rançon écrit « Dans le Bassari n'existe que des Bassaris. Il n'y a ni Peul ni Malinké » page 341. Mais au cours du siècle qui se termine, de nombreuses incursions Peul ont eu lieu en pays Koniagis et Bassaris, surtout à partir du Fouta Djallon. Les Bassaris, dont certains se sont réfugiés chez les Koniagis, ont vu une partie de leur effectif disparaître parmi les Peuls par captivité, conversion, mariage et assimilation, en particulier autour de Boussoura vers 1830 et de Kafou vers 1850. La population est estimée par Rançon à 2000 individus, contrairement à 6 à 8000 auparavant. Les chroniques Peuls ont gardé la mémoire de la destruction de villages Tenda tout proche d'Etiolo, en 1898, et jusqu'au milieu du XXe siècle, les Peuls resteront pour les Bassaris les ennemis qui ont tué, brûlé, enlevé nombre de parents ou de voisins, pourchassés comme des bêtes fauves. Les Bassaris ont été dispersés ou pris, réduits en captivité, vendus de tous les côtés. Rapport du Helte Lebrun cité par Bémaupoil. Avec l'occupation française, la paix va s'installer,
limitant l'extension des Peuls musulmans et éleveurs. Avant 1900, les pays Konyagui et Bassari dépendent administrativement du poste de Satadougou, sous les ordres du commandant du cercle de Bakel en Haute-Gambie. En 1898, une délimitation de la frontière entre Sénégal et Guinée a rattaché le pays Konyagui et le Ndama à la Guinée. En 1900, le Niokolo jusqu'alors guinéen est regroupé avec Bakel. Au Sénégal, en 1903, un résident s'installe à Kédougou, village fondé vers 1825 par un Sarakolé sur une terre appartenant aux Bédiques. Un poste y est créé en 1904 et Kédougou devient en 1907 le chef-lieu du cercle de Haute-Gambie, détaché du cercle de Bakel et comprenant les provinces de Niokolo, d'Antilia, Sirimana, Bafé-Satadougou, Bélédougou et Badon, auxquels sont rattachés en 1915 les cantons Bassari de Nankaré, Nané et Oubadj. En Guinée, le cercle de Boussoura a été créé en 1900 comprenant le Ndama, le Badiar, le pays Konyagui et une partie du pays, Bassari. Après la mort du LT Montcorgé, 1902, un poste est créé en 1903 à Yukumkun. En 1904, le cercle de Boussoura est supprimé. La nouvelle circonscription s'appelle Cercle des Konyagui, les Bassari y sont rattachés. Ce cercle dépend du cercle de Kadé et comprend en 1907 le Ndama et les territoires Konyagui et Bassari. La carte de Rimbaud, 1908, montre les pays Konyagui et Bassari chevauchant la frontière sénégalo-guinéenne, et il est vraisemblable qu'avec les modifications de la frontière certains villages au moins ont dû relever tantôt du Sénégal, tantôt de la Guinée. Dans la région, les Bassari semblent les seuls à avoir construit des maisons aux murs de blocs de latérite dont les ruines persistent de longues années après leur abandon. Cette particularité permet d'observer jusqu'à aujourd'hui d'anciens emplacements de carrés et de villages de fête. Le carré, selon le terme employé par l'administration sénégalaise, est l'ensemble des maisons d'une famille. Il n'y a pas au Sénégal aujourd'hui de village Bassari groupé, contrairement à ce qui se passe en Guinée où le village est habité pendant toute la saison sèche, les familles n'habitant les champs qu'à l'époque des cultures. Au début du XXe siècle, les habitations aux murs circulaires de blocs de latérite, aux toits de bambou et de paille, suivent les déplacements des champs généralement abandonnés au bout de 6 ans. Un nouveau carré est reconstruit chaque fois qu'on change de terrain de culture. Chaque famille cultive en général 2 ou 3 groupes de champs, laissés ensuite en jachère pendant une vingtaine d'années. Les cases sont plus petites qu'aujourd'hui et moins nombreuses, une famille se contentant d'une case-chambre à coucher, d'une cuisine-brasserie et d'une bergerie pour les chèvres. Dans les villages sénégalais, seules les familles des initiés se rassemblent quelques semaines par an, à l'époque des fêtes de l'initiation, avril ou mai, à côté des maisons communes où les jeunes gens passent la nuit, les ambophores. Nous appelons village de fête l'ensemble constitué par les ambophores et les maisons occupées temporairement par les familles des initiés, ensemble situé à côté des maisons du chef de village et de sa famille, généralement plus ou moins au centre du terroir du village. Les ruines de ces villages de fête, où des cercles de pierre conservent le souvenir des ambophores et de nombreuses maisons voisines, sont particulièrement visibles. Au tout début du XXe siècle, schéma numéro 2 page 37, sur moins de la moitié du terroir actuel d'Étiolo, environ 35 km², 9 villages de fête sont groupés autour de la colline de Pathé qui culmine à 300 mètres d'altitude, plusieurs situés vers la courbe de Sang, là où leurs habitants se sont réfugiés à la fin du siècle précédent pour voir de loin les Peuls arriver. Les Peuls et leurs troupeaux occupant les terres basses, les Bassari occupaient la colline de Pathé, au lieu où sont en particulier situés divers autels sacrificiels fréquentés par plusieurs villages. Jusqu'à la fin du XXe siècle, en dehors de la période de l'initiation, les familles Bassari sénégalaises habitent des maisons construites près de leurs champs dispersés à travers le terroir. Mais il est possible qu'avant la guerre entre les Bassari et les Peuls, comme le font aujourd'hui les Bassari guinéens, tous les Bassari aient habité leur village de fête pendant la saison sèche. Nous ne connaissons pas la situation des différents villages Bassari avant cette guerre, mais tous ne s'étaient pas réfugiés sur la colline. Goumo était situé au quartier Ebo, le village de fête d'Ekes à OPEB. On voit les ruines d'Edan à l'ouest de la route de Kwoté, ce village ne s'éloignera que vers 1953. Les gens de Mbon habitaient à Akol, vers le carré 1 de la carte de 1962, page 39,
la limite entre Etiolo et Mbon passait par Pangan, là où se groupent les Falugw à la cérémonie Mbior, en dessous de l'endroit où était situé en 1962 le carré 3. Les gens de Mbon franchiront plus tard vers l'est la rivière de Mbon. L'autel initiatique des ancêtres des gens de Sibikili était situé à côté des gens de Goumo, à Olo-Olo, voir carte des points d'eau page 143, d'où le chef Tiaranleni Bidiar partit vers le nord en 1893 ou 94. Les gens de Yabeta, leur chef était Keizing, cultivaient alors vers OPEB, ceux des Barak, leur chef était Dandila, là où s'est installé plus tard le carré 32, voir carte numéro 2 page 39, à la limite des terres d'Egnisara et Barak, ceux d'Ingatayitil, leur chef était Juti, vers Ebo là où sont situés en 1962 les carrés 31 et 41 et ceux d'Etiolo, leur chef était Bishogesh, père de Saint-Gétac, vers Akol. Les actuels groupements de villages rappellent ces faits historiques. Année correspond aux villages qui ont été groupés sur la montagne, et ont partagé tout au cours du XXe siècle un même autel initiatique à Mbon, tandis que Ekes et Edan en partageaient un autre avec Epingé et Eganga, ces 4 villages se réunissant encore pour les cérémonies Mbior ou Epsiloniuk. La population est alors peu nombreuse, et les villages bien moins peuplés qu'aujourd'hui. La démographie est probablement stationnaire. À cette date, les Bassaris endogames, matrilinéaires, faiblement polygames, vivent plus ou moins en autarcie mais ont quelques relations commerciales avec les Konyagi et les Malinké. Dans la savane arborée soudanienne, ils sont chasseurs-cueilleurs, jardiniers de tubercules igname, taro, coléus, et ont aussi la réputation d'être de bons cultivateurs de sorgho, à la fois pour la nourriture et pour faire de la bière, de pois de terre et d'arachides. En juin 1907, les Bassaris de Segeko ont ravitaillé le docteur Neveu en 1000 alors que les villages voisins malinké avaient épuisé leurs réserves et ne vivaient plus que de fruits sauvages. Ils exploitent de grands territoires de chasse et de cueillette et des champs exigus. Petits garçons, adolescents et hommes jeunes chassent à l'arc, au fusil de traite, encore rares, ou au piège, individuellement, à 2 ou 3 autour des villages ou en groupes plus nombreux vers le Sarua et dans ce qui deviendra le parc du Nyokolo. La chasse rapporte nourriture et prestige. La quête du miel sauvage lui est assimilée, et les Bassaris sont des apiculteurs renommés. S'il n'y a pas de territoire de chasse propre à tel ou tel village, les gens d'Egatch, Etiolo, Egnisara et Kekrer chassent ensemble, ceux de Mbon et des Barak également, et il semble que tel ou tel groupe de villages, notion déjà présente, utilise des gués différents de la Gambie pour aller au Nyokolo. Les vins de palme, palmiers à huile, palmiers rogniers et palmiers raffia, sont surtout récoltés en Guinée. Ces Bassaris sont aussi éleveurs de chèvres et de volailles. Mais la viande de chasse étant abondante, si on n'en a pas à croquer, il y en a au moins pour la sauce. Chèvres et poulets, comme la bière de mille, sont avant tout destinés aux offrandes sacrificielles et aux prestations entre classes d'âge. La pêche est peu ou pas pratiquée, et le poisson peu ou pas consommé. Les hommes cultivent le mil, les femmes les tubercules, les pois de terre et l'arachide. Mais les champs d'une famille ne doivent guère dépasser un demi-hectare, la récolte de mil tenant dans la fourche d'un arbre. Grands chasseurs, les fils initiés et mariés plus tard qu'aujourd'hui quittaient aussi plus tard le carré de leur père, seul à beaucoup cultiver. La société Bassari est communautaire, et ne connaît ni l'impôt ni l'accumulation des biens. L'essentiel est d'avoir de quoi se nourrir. Pour cela les cultivateurs sont aidés par les prestations des classes les plus jeunes envers les plus âgés, et par les grandes corvées. La solidarité étant plus forte qu'aujourd'hui, les vieilles femmes n'ont pas honte de demander de la nourriture à ceux qui ont une bonne récolte. Cela s'appelait baoba, de haoba, porter à l'envers sur la tête une calebasse, un panier. Cela se fait encore. À qui apporte un peu d'argent on donne une quantité de graines valant plus que cette somme. Les Bassaris, 2 ou 3 fois moins nombreux qu'aujourd'hui, n'avaient alors ni troupeau à abreuver, à part quelques poules et quelques chèvres, ni jardin à arroser, ni linge à laver au savon. Ils ne connaissent pas le tissage. Les hommes portaient un couvre-fesse de peau et un étui pénien de vannerie, les femmes d'étroits tabliers emperlés, des ceintures d'anneaux de cuivre, des bracelets de fer ou de cuivre. On se lavait, et on lavait la vaisselle et les vêtements au point d'eau. Dans une famille peu nombreuse, 1 ou 2 gourdes d'une contenance d'environ 10 litres chacune, rapportées le matin à la maison, pouvaient suffire à la boisson et la cuisine. Si des ruines de hauts fourneaux et des scories se rencontrent à Etiolo,
ainsi qu'à Nangar, en pays bédique, etc. Il semble que dès qu'ils en ont eu l'occasion, les Bassaris aient préféré au fer local le fer venu d'Europe et Rançon rapporte que dès 1891, les Konyagis se procuraient des tiges de cuivre au comptoir de Makarti et Yaboutgunda, sur la Gambie. Les Bassaris ont dû rapidement s'en procurer auprès d'eux, ou les imiter. La société Bassari est fortement marquée par un système de classes d'âge qui, chez les hommes comme chez les femmes, groupe l'ensemble de la population de l'enfance à la vieillesse tant du point de vue économique que de celui des cérémonies et des rites. Jouvet et Gézin, pages 109 à 127. Le garçon intègre le système de classe d'âge vers 8 ans, passant alors la soirée et la nuit dans la case commune, l'âme Beaufort, des garçons non initiés. Il y apprendra peu à peu certaines règles sociales. Il est circoncis vers 8 ans, sans grande cérémonie. Adolescent, au début du XXe siècle, vers 18 ans, il sera soumis à un ensemble d'épreuves, de rituels et au cours d'une retraite de quelques semaines, de révélations. C'est l'initiation qui fait du garçon un adulte et le rend apte, en certaines occasions, à se masquer et à devenir axoré, homme à l'esprit transformé. L'initié a tout oublié de sa vie passée. Une nouvelle personnalité est née, portant d'un nouveau nom, qui devra de retour au village réapprendre à parler, à cultiver, à chasser, etc. Le système de classe d'âge des femmes n'est pas strictement parallèle à celui des hommes. Les filles sont d'environ 6 à 8 ans plus jeunes que les garçons dont elles partagent la classe, les travaux et l'âme Beaufort. Ces filles étaient excisées vers 15 à 16 ans, et le rituel d'Yanil Epsilon Mo auquel sont soumises les Epsilon Nd Epsilon Batia marque l'accès des femmes à l'âge adulte. Chaque 6 ans, hommes et femmes franchiront une nouvelle étape du système de classe d'âge, chacune étant chargée de rôles particuliers et soumise à certaines obligations, ainsi qu'à certaines prestations envers les classes plus âgées. La société Bassari est communautaire et une très grande solidarité existe entre camarades de classe, voire de lit à l'âme Beaufort. Ils sont de même sexe. Celle-ci durera toute la vie et le rôle du système de classe dans la vie du village, en particulier auprès du chef de village, est essentiel. Il faut insister sur cette importance des classes d'âge et des âmes Beaufort dans cette société Bassari qui ne connaît ni caste ni hiérarchie entre lignées. Les travaux agricoles, comme de nombreuses cérémonies, sont occasion de réunir telle ou telle classe d'âge et il suffit de voir les hommes et les femmes travaillant côte à côte ou assis face au plat et aux canaris lors des distributions, classe par classe, pour être conscient de cette importance. Il semble que la vie sentimentale, sexuelle et matrimoniale des Bassari soit en constante évolution depuis 2 ou 3 générations. S'il est dangereux de tenter une reconstruction de ce qu'a pu être l'image de la société Bassari d'avant 1930, ce que nous connaissons de l'histoire des mariages à Étiolo nous permet peut-être de proposer l'hypothèse suivante. Au début du siècle, à Étiolo, la plupart des hommes n'épousaient au cours de leur vie que 2 ou 3 femmes et n'avaient guère plus d'une épouse à la fois, quelquefois 2, rarement plus. Ces couples n'ont que rarement divorcé. Les fiançailles d'enfants aboutissaient en général à des mariages entre sujets jeunes et ne présentant pas de grand écart d'âge. Kagzanu, Dieu créateur, demeure lointain. Mais de nombreux rituels mettent en rapport humain et puissance surnaturelle. Bangoti, esprit de défunt. Ancêtre des sacrificateurs, esprit Aïl proche des humains, responsable de maladies, esprit Aïl de la brousse, des forêts, des cours d'eau, des montagnes, Aïl de la Gambie. Epsilon Ndaw est le père des initiés et des esprits qui sortis du fleuve, réincarnés, animent les masques, Sabutiara, maître de la brousse et des animaux sauvages, etc. Les masques de feuilles et de fibres sortent toute l'année. Les L-Epsilon Epsilonaires, P-Epsilonna et Gwangwura au cours de l'hivernage, mai à octobre. Entraînant du matin au soir les cultivateurs dans les champs et dansant avec eux le soir à la maison. Tandis que les Lokutas sortent toute l'année et en particulier au cours de la saison sèche, novembre à avril, pendant laquelle ils sont responsables de rituels au cours de nombreuses cérémonies. Les rituels les plus fréquemment observés sont des offrandes sacrificielles de bière de sorgho, de sang de coq, plus rarement de chèvre voire de bœuf, parfois de plats préparés sur un autel, pierres dressées, tas de pierres croisées de chemins, pieds de certains arbres, par des hommes ou des femmes et des masques. Jamais vendus. La bière peut aussi être offerte en prestation par une classe d'âge plus jeune à une classe plus âgée. D'autres rituels, plus violents, ne comportant pas d'offrande sacrificielle, où le rôle des initiés axorés paraît particulièrement important, s'adressent à certains billeuls. Tous ces rituels ont pour but de demander des pluies, et des puits pleins,
la maîtrise du vent, des insectes et des oiseaux prédateurs, la santé des humains, la fécondité des femmes, de bonnes récoltes de plantes sauvages et cultivées, le succès à la chasse. Traversant le pays Konyagi en décembre 1891, Ranson cite en 1894 quelques mots de la langue bassari et le nom de quelques villages, sans qu'y figure Etiolo. De 1900 à 1930. La paix revenue, les villages de fête se dispersent. Bassari, Konyagi et Malinké voisinent et commercent entre eux. Les premiers Peuls s'installent dans la région. Les premières mesures concernant le climat de la région datent de 1918 et nous renseignent sur les quantités de pluie mensuelles à Kédougou. Le climat de Kédougou ne peut être exactement celui d'Etiolo, mais le schéma général est sans doute le même, celui de la zone tropicale nord-soudanienne caractérisée par une saison sèche de novembre à avril pendant laquelle la température s'élève jusqu'à 39 à 40 degrés et une saison pluvieuse, 1200 mm de pluie de mai à octobre, pendant laquelle la température diminue jusqu'en juillet-août, 29 à 32 degrés pour augmenter à nouveau jusqu'à 36 degrés en janvier. Mais la quantité annuelle de pluie, et leur répartition selon les mois est extrêmement variable. Selon les mesures disponibles à Kédougou, schéma numéro 4, page 140, la quantité moyenne des pluies a été de 1257 mm de 1919 à 1921 et de 1493 mm de 1922 à 1929, année pendant laquelle l'hivernage ne s'est terminé qu'en novembre. Au total de 1919 à 1930, la variabilité de la quantité annuelle de pluie est très grande, allant de 900 à 2100 mm. Ces totaux annuels permettent une évaluation de l'évolution de la pluviosité, nous renseignant en particulier sur la situation des points d'eau, mais plus que la quantité générale des pluies, leur répartition journalière au cours des mois d'hivernage, mai à octobre, a une grande influence sur les récoltes. Une diminution des pluies pendant une certaine période pouvant entraîner le dessèchement des plantes sur pied. Au Sénégal, en 1919, les cercles de Haute-Gambie et du Niani-Ouli deviennent le nouveau cercle de Tambacounda, dont Kédougou devient une subdivision. Diverses modifications ainsi que de nouvelles délimitations de la frontière sénégalo-guinéenne et des limites de la subdivision de Kédougou ont lieu dans les années 1920, 1930 et 1933. En 1924, le cercle de Haute-Gambie a été reconstitué dans ses limites de 1907, à l'exception de l'ouest de la région Bassari qui dépend de Tambacounda. En 1938, le cercle de Haute-Gambie récupère cette dernière région. Il n'y a plus d'incursion Peul, mais le souvenir de la guerre reste très présent. Petite fille, la mère de Y née en plus ou moins 1899 avait été enlevée par les Peuls. Une nuit elle s'est échappée et est rentrée chez ses parents. C'est pourquoi elle parle Peul comme un Peul. Les ruines des maisons de pierre des villages de fête nous permettent de connaître leurs emplacements successifs. La paix revenue, dès 1910, ces villages ont commencé à se disperser. Mégide retourne à Andema, Yabeta en 1910 et Ebarak en 1915 et 1925, s'installe au nord-ouest, Edin et Samu en 1920, au nord-est, Ingesitik qui cultivait vers Ebo là où habitaient Saint-Gétac et Niewarin en 1930 au nord vers la Gambie, voir schéma page 31. À Etiolo même, dès le début du XXe siècle, quelques carrés réfugiés sur Pathé au cours des attaques Peuls sont redescendus en plaine. Champs et habitations se déplacent fréquemment. Pagnari et Temrin nés l'un et l'autre en 1914, ont en 1930, déjà vécu respectivement en 6 et 5 lieux différents entre Edin et Etiolo pour le premier, entre Etiolo, Egatch et Ekes pour le second. Les jachères sont longues, 20 à 25 ans, mais la terre ne manque pas. Les Bassaris sont sans doute en rapport depuis longtemps, plusieurs siècles, avec les Malinkés qu'ils appellent Bola et chez lesquels certains se sont réfugiés au cours des guerres avec les Peuls. La vieille Vohenuk morte en 1966 à quelques 73 ans avait ainsi vécu chez les Malinkés à Tana, village situé entre Simenti et Dialakoto dont le chef s'appelait Nyongani, nom qui désigne aujourd'hui ce village. Aussi loin que les actuels Bassaris s'en souviennent, c'est auprès de ces Bolas de Tana, de Lingékoto ou de Banar que leurs grands-parents se procuraient, contre de la cire, des arachides ou des céréales, du sel, du métal, des bandes de coton batiolé, tissus des tabliers emperlés dont se vêtaient les femmes, ainsi que les perles qui sont alors à la mode.
Ces bolas viennent en groupe d'hommes et de femmes en pays Bassari. Les femmes Bassari ont appris à filer des femmes bolas. Il est arrivé que certains Bassari accompagnent des malinqués dans leur tournée commerciale. Ainsi, Saint-Gétac, alors qu'il était l'UGW vers 1920, a-t-il porté des peaux de vache vendues par les malinqués jusqu'à Mamou en Guinée. C'est à cette époque qu'il a connu les bolas. Il y avait comme aujourd'hui des malinqués à Amadi en Trédin et le Diaka. Un guérisseur venu de ce village se promenait dans tous les villages pour soigner les Bassari, dont il parlait très bien la langue. Ces malinqués avaient des vaches qui ne semblent pas avoir causé de problème. Ils étaient probablement pour la plupart animistes comme les Bassari. L'islamisation des villages malinqués situés au nord-ouest de Kédougou s'est poursuivie pendant tout le XXe siècle. À cette époque, le malinké est le héros civilisateur qui a donné aux Bassari le tabac et le coton et dont les champs de chasse des jeunes hommes Bassari ont longtemps conservé le souvenir. Monsieur Gézin, 1972. Les produits de la cueillette ou de l'agriculture sont consommés par ceux qui les ramassent ou les cultivent, ou échangés ou donnés aux parents, aux amis, aux voisins, aux membres d'autres classes d'âge, une petite partie étant seule parfois troquée avec les populations voisines, en particulier du mil avec les Koniagis à partir de l'époque du battage vers avril. Auprès des Koniagis, les Bassari se procurent ainsi, dès le début du siècle, des graines de néré et aussi les fusils, la poudre, le fer et le sel dont ils ont besoin. Les femmes Koniagis vendent également aux Bassari les pipes de poterie qu'elles fabriquent. Ce n'est que bien après 1900 que les Bassari commencent à faire du troc avec les Peuls qui s'installent dans la région, échangeant des grains contre des tissus et plus tard des vaches. Puis les commerçants Peuls et un malinké qui habitait Juti ont apporté des kolas en pays Bassari, vers 1928 ou 1929. Peu à peu, on trouve à se procurer du sel moins loin, à Dialakoto, puis à Yukunkun et les commerçants Peuls se chargent d'apporter en pays Bassari les kolas et diverses marchandises. La consommation d'alcool diffère selon le sexe. Les femmes préfèrent les sous-produits de la bière à la bière fortement alcoolisée. L'âge, les hommes âgés sont servis les premiers et les derniers. Ils boivent beaucoup plus que les jeunes classes, l'UGW ou surtout FAL-UGW. L'ivresse est rare et non violente. La société Bassari demeure plus ou moins autarcique et égalitaire, et toujours animiste. L'influence de l'islam, les Peuls et bientôt la plupart des malinqués sont musulmans, et du catholicisme. Les pères spiritains sont installés à Ourou, près de Yukunkun, en Guinée depuis 1912, va aller croissante dans la région. Quand les Bassari du Sénégal ont-ils été assujettis à l'impôt, siagalais du Peul? Un procès-verbal établi le 28 décembre 1913 par le commandant de cercle de Koumbia, aujourd'hui en Guinée et de Kédougou au Sénégal, donne à la colonie du Sénégal les deux territoires Bassari de Oubadj et de Néré dont l'administration relevait jusqu'à cette date de la colonie de la Guinée. Il s'agit plus précisément des Bassari situés entre le Niokolo et la Koulountou, sur la rive gauche de la Gambie. Le canton de Négaré resterait en entier à la Guinée. Ce texte et l'arrêté du 18 décembre 1913 fixaient le taux et le mode de perception de l'impôt personnel. Le canton des Bassari du Niokolo devait s'acquitter d'un impôt de 3 farad qui tombait à 2 farad dans ceux d'Oubadj et de Néré. Dembélé, page 156. Mais il ne semble pas que cet impôt ait été perçu dès cette date, ni même avant les années 1920. Les premières écoles primaires publiques ouvrirent au Sénégal à Kédougou, très loin du pays Bassari, en 1908 et en Guinée à Yukunkun en 1913. Puis une école privée catholique ouvrit en Guinée à Urus en 1919, en pays Koniagis, mais la scolarisation restait chez les Bassari à cette époque tout à fait exceptionnelle, le premier garçon Bassari inscrit à Yukunkun l'ayant été en 1919. Il s'agit très certainement d'un Bassari guinéen. Renseignement du commandant de région de Yukunkun au professeur. Suré Canalé en 1960. Un dispensaire est créé à Kédougou en 1909. Un médecin y résidera à partir de 1920. Arsin consacre quelques pages aux Koniagis et Bassari dans son ouvrage sur la Guinée, 1907. Mais la première description des Bassari, publiée en 1912 à 1913, est due à de la cour administrateur à Yukunkun en 1907 et 1909 à 1910. Il décrit en particulier l'histoire, l'habitat et les groupements de villages. Il cite Etiolo,
l'excision et l'initiation, le mariage, les masques, la chasse, les travaux agricoles, l'alimentation, les techniques, notant l'absence de caste, et les rites funéraires, la parenté. Les Bassaris ont un état social basé sur la parenté utérine. La parenté paternelle ne produit guère d'effet légal que dans les prohibitions au mariage qui ont lieu dans les deux lignes. Les enfants prennent le nom de famille de la mère, les héritages sont dévolus d'après l'ordre de parenté utérine, et l'ordre des successions politiques suit la même règle avec cependant quelques tempéraments. 1912 page 373, à propos du statut des femmes, il précise « Le consentement de la jeune fille au mariage a une réelle importance ». En 1923, Aubert publie un article sur les traditions orales des Bassaris du Sénégal. De 1930 à 1960. La population semble s'accroître. Les villages poursuivent leur déplacement vers l'Est mais des fêtes civiles et des rituels communs les unissent. Tandis que l'importance de la chasse, de la cueillette et des jardins de tubercules continue à diminuer, l'intérêt pour l'agriculture augmente comme l'étendue des champs sur pente. Des signes d'érosion apparaissent. Les Bassaris achètent au Peul leurs premières vaches. La mémoire de la guerre reste vivante. À l'exemple des Kognagui, des Bassaris émigrent en saison sèche vers les villes du Sénégal. En 1946, au Sénégal, la subdivision de Kédougou fait partie du cercle de Tambacounda. En Guinée, la subdivision de Youkounkoun fait partie du cercle de Gawal qui a remplacé Koumbia comme chef-lieu. La population Bassari semble s'accroître. Les Bassaris de Guinée sont estimés en 1943 à 4 465 habitants, en 1947 à 4 753 habitants, ceux du Sénégal en 1948 à 2 350 habitants et en 1960 à 3 410 habitants. Les vieillards en sont conscients, se souvenant de classes d'âge ne comprenant qu'un seul sujet alors qu'elles en comprennent 50 ans plus tard 10 ou 20. Depuis 1907, il y a 3 chefs Bassaris, l'un pour Ebarak et les villages voisins, un autre pour la région d'Oubadj, un troisième pour le Nangara, c'est-à-dire probablement les villages aujourd'hui guinéens, à partir de Négaré vers le sud. En 1937 Arsa Bendia, chef des Baraks, est nommé chef des cantons Bassari. À cette époque l'action de certains organismes s'exerce à la fois au Sénégal et en Guinée, dans différentes ethnies. Ainsi quelques écoles sont-elles créées au Sénégal par la mission catholique établie en Guinée. De même en mai 1946 une tournée de prospection de la trypanosomiase fut-elle effectuée par un médecin militaire français basé à l'Abbé en Guinée, depuis Boussoura en Guinée jusqu'à la région d'Oubadj au Sénégal, à travers les villages Bassari, Andef, Taïekéré et Négaré en Guinée, Mbon, Etiolo, Ebarak et Dalé au Sénégal, Peul, Boussoura en Guinée et Diakanké, Darsalam au Sénégal. Arsa mourut en novembre 1948. Il avait été remplacé en 1945 par Saint-Gétac Bendia, d'Etiolo. Cette nomination marqua le début de l'importance d'Etiolo. Sa population passa de 238 à 466 habitants de 1948 à 1960, tandis que celle des Baraks diminuait de 365 à 236 habitants. De 1930 à 1957, schéma numéro 4, page 140, les pluies ont varié de 840 mm en 1932 à 2161 mm en 1954, confirmant leur grande variabilité, 1288 mm de 1930 à 1939, 1136 mm de 1940 à 1949 et 1393 de 1950 à 1957. La moyenne n'est que de 1263, nettement inférieure à celle des 10 années précédentes, 1493 mm. Sur l'actuel terroir d'Etiolo, il ne reste plus en 1930 sur les pentes de Pathé que les villages de fête d'Egnissara, Etiolo et Egatch, mais les habitants d'Egnissara et Egatch habitent et cultivent respectivement au nord-ouest et au nord-est du terroir. Les familles, le chef et les Amboforts d'Egatch s'installent au nord-est d'Etiolo en 1935, tandis que le village de fête et l'Ambofort abritant les tambours d'initiation de ce village demeurent encore sur le terroir d'Etiolo. Les habitants de Yabeta rejoignent ceux des Baraks en 1936. Le village de fête d'Etiolo se déplace vers l'est en 1950, se rapprochant du nouveau chef de village et de canton. Schéma numéro 2, page 31.
Albank remarque qu'à partir de 1930, les gens d'Étiolo ont étendu leur domaine dans toutes les directions autour de Pathé, comme s'ils remplaçaient les habitants des autres villages dispersés. Plus tard, ils s'étendront surtout vers l'est-nord-est où les cultivateurs d'Étiolo remplaceront ceux des Gatch. Les seules terres dont on puisse considérer à Étiolo qu'elles fassent l'objet d'une propriété sont les Édennes, terres basses inondées chaque année et donc mises en culture presque année après année. Ces terres, le plus souvent des rizières, de faible surface mais très valorisées, sont transmises à l'intérieur de la matrilignée. Au contraire, les terres sur pente, terres à mil et arachides, soumises à rotation des cultures et jachères ne donnent lieu qu'à un droit d'usage. Disposer d'une grande surface de terre, c'est par exemple le cas des fils de l'ancien chef de canton et de ceux qui peuvent cultiver les terres de leurs frères émigrés, est un atout considérable. L'usage de ces champs sur pente est transmis d'un homme à son ou ses fils, parfois à son neveu utérin si celui-ci habite près de ce champ. Un champ peut aussi être prêté. Cette transmission du carré et de l'usage de la très grande majorité des terres qui l'entourent, du père au fils, s'oppose ainsi à celle des biens, de la chefferie et du nom de lignée, et des seuls Édennes, transmis de la mère à ses enfants et de l'oncle maternel à son neveu utérin, c'est-à-dire d'un homme au fils de sa sœur. Ces modifications territoriales ont été de pair avec des transformations de la démographie, en particulier une variation de l'effectif de la population respective des villages, du genre de vie et de l'économie. Chasse et cueillette ont diminué ainsi que l'importance des jardins de tubercules tandis que la surface des champs sur pente soumis à jachère et rotation des cultures est accrue comme la culture et la consommation des céréales, sorgho, sorghum vulgare et sorghum guinense et fonio, Digitaria exilis, et des légumineuses, arachides, Arachis hypogea et pois de terre, Voanzeia subterranea. Si à partir de 1930, la faune sauvage ne représente plus la principale source de protéines dans l'alimentation, ce manque est compensé par l'association complémentaire céréales, sorgho et légumineuses, pois de terre, dans le plat fréquemment consommé, epsilon nap. L'élevage des bovidés s'est généralisé. À partir de 1930, les bassaris chasseurs et jardiniers de tubercules deviennent des agriculteurs. Les hommes commencent jeunes à s'intéresser à l'agriculture qui devient l'activité prépondérante d'une population qui s'accroît. L'utilisation individuelle des surplus de la récolte, le maïs et l'élevage des bovins apparaissent. En même temps, le pays bassari dans son ensemble s'ouvre vers l'extérieur. Les premières écoles sont créées et à la suite de leurs voisins Konyagi, les bassaris sont de plus en plus nombreux à émigrer en saison sèche. Monsieur Gézin 1980, page 75. Mais si la distance entre villages s'accroît et en dépit de la dispersion des habitations et des champs à travers le terroir de chaque village, les nuits partagées aux amboforts par les jeunes garçons et filles, les corvées de culture, les danses et les nombreuses cérémonies groupant parents, classes, voisins à l'intérieur d'un village ou d'un groupe de villages permettent une grande cohésion entre les membres de ces communautés. Des fêtes civiles et des rituels communs les unissent toujours. L'importance de la chasse va décroître avec la raréfaction du gibier, due à l'usage du fusil, l'interdiction de chasser et la création du parc du Niokolo 1955. La consommation de viande diminue, mais la chasse interdite demeure dans les esprits. À la danse epsiloniok, des phallus GW. Celui qui a tué un éléphant, un buffle ou un hippopotame pousse un cri spécial epsilon dem. Celui qui a tué un éléphant ramasse les ornements epsilon tieba et les cannes minces des epsilon nd epsilon batia pour empêcher ces femmes de passer, en disant « C'est moi qui vous ai gagné, je suis le plus fort, moi je suis un homme de la brousse, je chasse toute la nuit, je ne m'assois pas sur les mortiers. » Celui qui a tué une hyène peut reprendre les epsilon tieba et les cannes pour les rendre aux femmes. On dit hyène n'a peur de rien, et on discute pour savoir si l'hyène qui va jusque dans les carrés pour manger les chèvres est plus forte que l'éléphant. Le lion et l'éléphant sont les plus forts, mais l'hyène est l'animal le plus brave, le plus courageux. C'est grâce à moi, dit-elle, que les gens se marient. Si je décidais de manger toutes les chèvres, il n'y aurait plus de mariage, car la dot se compte en chèvres. En 1951, Garneau décrit toujours les bassaris comme un peuple de chasseurs paysans, mais évoque leurs champs beaucoup plus vastes que ceux des Malinkés et surtout des Peuls. Avec la diminution de la chasse et de la cueillette, se sont perdues certaines connaissances concernant les plantes et les animaux. Tandis que le volume de la production agricole augmente, son utilisation évolue, une partie est vendue. Venue de chez les Peuls,
Le manioc commence à être cultivé vers 1940, il sera rare jusqu'en 1960, les premiers manguiers sont plantés vers 1943, les bassaris échangeaient avec les Konyagi des mangues contre du mil, les bananiers vers 1946, les patates vers 1948, venus de chez les Peuls, et les papayers vers 1950. C'est peut-être de la période 1930 à 1960 que datent dans la région d'Etiolo les premières de ces spectaculaires atteintes au sol que l'on observera bientôt. Et cela, tous les hommes âgés sont d'accord sur ce point, à cause de l'extension des champs sur pente ou dans les bas-fonds. C'est de l'intérêt nouveau des hommes jeunes pour un certain type d'agriculture que va naître une société bassari différente. Comme aux générations précédentes, le déplacement des maisons en relation avec l'occupation des champs demeure la règle. Lorsqu'un lot de champs est épuisé, souvent au bout de 5 à 6 ans, la famille laisse ses terres en jachère et va cultiver un nouveau lot de champs, déplaçant en même temps ses maisons d'habitation de quelques centaines de mètres voire de 3 ou 4 kilomètres. Chaque famille dispose toujours de 2, 3 ou 4 séries de champs, ce qui permet de longues jachères de 12, 15, voire 25 ans. Les maisons sont toujours plus petites et moins nombreuses qu'aujourd'hui, la plupart des familles se contentant encore d'une maison-chambre à coucher, d'une cuisine-brasserie et d'une bergerie pour les chèvres. Les matériaux de construction, blocs de latérite, bambou et paille, sont abondants et gratuits, ce qui ne sera bientôt plus le cas. Les femmes et les enfants changent aussi d'habitation au gré des mariages, virilocaux des premières. Ouatélin né en plus ou moins 1920, carré 26, carte 2 page 45, à 25 ans a vécu en 6 endroits différents, Cadirin, carré 18, né en plus ou moins 1926, à 21 ans, en 5 endroits différents. Les jachères sont toujours longues. L'histoire des déplacements des maisons de Pagnari et de ses enfants depuis 1940, schéma numéro 1, page 23, illustre à la fois le traditionnel éclatement de la famille lorsque les fils deviennent adultes et en particulier à la mort du père, la récente sédentarisation et l'actuel abandon des zones les plus élevées à cause de la diminution de la pluviosité. Né en plus ou moins 1914, parti à l'armée l'UGW en 1936, Pagnari Biès en revient FALUGW en 1940. Il habite en 17 où il a 2 champs sur les flancs de la colline Pâté. Il y a personnellement défriché un champ lorsqu'il avait plus... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.